Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de l'argent magique des banques centrales et vous allez voir que quand je parle d'argent magique, le terme est vraiment approprié. Les banques centrales créent cet argent à partir de rien du tout, juste en appuyant sur un bouton. Vous avez des centaines de milliards d'euros nouvellement créés. Magie, magie. C'est de l'argent qui n'a jamais été gagné, jamais été produit, jamais été justifié. C'est de l'argent qui sort totalement des méandres d'un ordinateur pour acheter la dette des États et qui retombe ensuite sur nos épaules à nous tous. Nous le peuple sous forme d'inflation, d'impôts et de servitude silencieuse. Et Donald Trump, lui, ne veut plus de cet argent magique, il l'a dit, il l'a répété, il est en train de préparer la seule guerre qui compte vraiment, celle contre la réserve fédérale, contre les banques centrales, contre tous ceux qui ont transformé cette dette en une prison planétaire. Et son objectif, c'est détruire toute cette magie noire qui ruine tous les peuples du monde. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment toute cette magie noire a été inventée, qui l'a créée et comment 4 hommes sur 3 siècles ont bâti le plus grand braquage silencieux de l'histoire des peuples. Parce que pour comprendre ce que Donald Trump s'apprête à faire, il faut d'abord comprendre comment le piège a été construit. Voici l'histoire secrète de l'argent magique dans une vidéo de Economy Rewind que je vous ai traduite et mise en parallèle avec toute cette guerre que Donald Trump est en train de mener. C'est parti. Tous les pays du monde sont endettés. Les États-Unis doivent 38 000 milliards de dollars, le Japon 9 000 milliards et la planète entière 315 000 milliards de dollars, soit 3 fois la taille de l'économie mondiale. Et voici le paradoxe qui devrait vous terrifier. Si tout le monde doit de l'argent, à qui exactement doit-on de l'argent? La réponse n'est pas celle que vous pensez, car lorsque vous remontez la chaîne des créanciers, lorsque vous remontez jusqu'à celui qui détient réellement la dette, vous découvrez quelque chose de troublant. Le monde ne doit pas de l'argent à quelqu'un en particulier, il se doit de l'argent à lui-même. Mais 4 hommes, 4 banquiers sur 3 siècles l'ont conçu ainsi délibérément. Ils ont mis en place un système où la dette ne peut jamais être remboursée, où les gouvernements empruntent indéfiniment, où les intérêts ne cessent d'augmenter, et où ceux qui ont conçu ce piège tirent profit de chaque paiement, chaque crise, chaque plan de sauvetage. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est l'histoire telle qu'elle est documentée. Les réunions ont eu lieu, les contrats existent, les mécanismes sont du domaine public. Et une fois que vous aurez compris comment ils l'ont construit, vous comprendrez pourquoi 38 000 milliards de dollars ne constituent pas un problème à résoudre. C'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. Laissez-moi vous présenter les 4 architectes, les 4 moments où le piège de la dette a été conçu et pourquoi tous les gouvernements de la planète sont désormais pris au piège sans issue. Avant 1694, les rois empruntaient de l'argent à l'ancienne. Ils s'adressaient à des marchands ou à des nobles, promettaient de rembourser avec intérêt et s'ils ne pouvaient pas payer, ils faisaient défaut. Les créanciers perdaient de l'argent, les rois empruntaient à quelqu'un d'autre. C'était risqué pour les prêteurs et embarrassant pour les rois, mais cela restait maîtrisé. La dette était temporaire, soit elle était remboursée, soit elle faisait l'objet d'un défaut de paiement. Le système fonctionnait. William Patterson a tout changé. C'était un marchand écossais, un fin stratège financier qui tenta à plusieurs reprises, sans succès, de faire fortune. En 1691, il eut une idée qui allait changer la civilisation. L'Angleterre était en guerre contre la France. Le roi Guillaume III avait désespérément besoin d'argent, le trésor était vide. Les recettes fiscales ne suffisaient pas à couvrir les frais de guerre et les prêteurs traditionnels refusaient d'accorder de nouveaux prêts car l'Angleterre s'était déjà retrouvée en défaut de paiement. Patterson présenta une proposition au roi. Il allait réunir un groupe de riches marchands pour prêter 1,2 million de livres au gouvernement. Cela représente environ 300 millions de livres d'aujourd'hui, une somme colossale. Mais voici la nouveauté. Le prêt ne serait jamais remboursé. Au lieu de cela, le gouvernement paierait des intérêts à vie à hauteur de 8% par an. Et pour gérer cet arrangement, Patterson proposa de créer une nouvelle institution, la Banque d'Angleterre. Le mécanisme était révolutionnaire. Les marchands prêteurs confieraient leur or à la Banque d'Angleterre. La banque le prêterait au gouvernement. Le gouvernement payait des intérêts chaque année à partir des recettes fiscales. Et la banque versait ses intérêts aux prêteurs marchands. Mais voici le détail crucial. Le gouvernement ne rembourserait jamais le capital. Le prêt était permanent. Pourquoi les marchands acceptaient-ils cela? Parce que le paiement des intérêts était garanti par le Parlement. Il était soutenu par le pouvoir fiscal du gouvernement. Tant que l'Angleterre pouvait taxer ses citoyens, les intérêts continuaient d'être versés. Et les billets de banque que les prêteurs recevaient en échange de leur or pouvaient être échangés. Ils valaient autant que l'argent, voire plus, car ils rapportaient des intérêts.
Le Parlement approuva le projet de Patterson en 1694. La Banque d'Angleterre a été fondée. Les marchands fournirent leur or. Le gouvernement obtint le financement nécessaire à la guerre et pour la première fois dans l'histoire, la dette nationale devint permanente, non plus un problème à résoudre, mais une caractéristique du système. Et voici ce que personne n'explique. Pourquoi cela a été génial pour les banquiers? Le gouvernement payait 8% d'intérêt par an sur 1,2 million de livres sterling. Cela représente 96 000 livres sterling par an à perpétuité. Les marchands avaient en substance acheté une rente viagère au gouvernement. Tant que l'Angleterre existait, tant qu'elle pouvait prélever des impôts, l'argent affluait. Et s'ils voulaient récupérer l'or, ils pouvaient vendre les billets de banque à quelqu'un d'autre. La dette était transférable mais jamais remboursable. Et le véritable génie de Patterson résidait dans ce qui allait suivre. La Banque d'Angleterre s'est vue accorder le droit d'émettre des billets de banque garantis par la dette du gouvernement. Elle pouvait imprimer de la monnaie fiduciaire à hauteur de la valeur du prêt. Cela a permis de créer de l'argent à partir de la dette. Les reconnaissances de dette du gouvernement sont devenues de la monnaie et plus le gouvernement empruntait, plus il était possible de créer de l'argent. C'est le modèle. Le gouvernement emprunte, il ne rembourse jamais le capital. Il paye des intérêts indéfiniment et la dette elle-même devient de l'argent. C'est génial si vous êtes banquier, c'est catastrophique si vous êtes contribuable, car vous payez des intérêts sur une dette qui ne disparaîtra jamais. En l'espace de 50 ans, toutes les grandes puissances européennes ont copié ce modèle. La France a créé la Banque Générale. Les Pays-Bas disposaient déjà d'un système bancaire sophistiqué, mais ont officialisé l'émission de dette publique. Et dès 1790, les États-Unis, nouvellement indépendants, adoptèrent le même système. Alexander Hamilton, dont nous avons parlé précédemment, a explicitement calqué le système financier américain sur celui de la Banque d'Angleterre. Dette permanente, intérêts payés par les impôts, obligations négociées comme de la monnaie. Patterson est mort en 1719 sans être particulièrement riche, bien qu'il ait créé la Banque d'Angleterre. Mais le système qu'il a mis en place perdure 331 ans plus tard. La Banque d'Angleterre existe toujours. La dette publique britannique n'a jamais été remboursée, elle a été refinancée et augmentée, mais jamais éliminée. Le piège de la dette a été tendu en 1694 et tous les gouvernements depuis lors s'y sont engagés de leur plein gré. Et donc là, vous venez d'assister à la naissance de l'argent magique en 1694. C'était donc une petite réunion entre un roi désespéré et un marchand écossais. C'est là que tout s'est joué. Ce qui était un simple prêt est devenu une machine à fabriquer de la monnaie partout dans le monde à partir de rien du tout. Une machine qui, bien évidemment, encore et toujours tourne à plein régime. Par exemple, en 2020, pendant la pseudo-crise du Covid, les banques centrales du monde entier ont appuyé massivement sur le bouton de la machine à billets. Et des milliers de milliards de dollars ont été créés chaque semaine, injectés dans l'économie mondiale, soi-disant pour sauver les pays. Et en réalité, c'était pour racheter les dettes des gouvernements et maintenir sous perfusion tout ce système de raquettes mondialisées. Les ministères des Finances de différents pays émettent une promesse de remboursement qui est une obligation d'État. Retenez bien cette expression, une obligation d'État. C'est une promesse de remboursement d'un pays et donc les banques centrales transforment cette obligation d'État en argent numérique et le cirque continue encore et toujours. Sauf qu'aujourd'hui, l'argent n'est même plus de l'or, c'est juste un fichier Excel, juste une ligne de code, juste de l'argent magique. Et aux États-Unis, par exemple, pendant que la planche à billets tourne toujours, pendant que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, qui est une banque centrale, donc pendant que Jérôme Powell et ses collègues pianotent sur leur clavier, le gouvernement fédéral dépense 1 milliard de dollars par jour, rien que pour payer les intérêts de cette dette aux États-Unis. 1 milliard de dollars par jour. Pas pour construire un hôpital, pas pour aider les plus démunis, pas pour baisser les impôts, juste pour que les détenteurs d'obligations, ces grands fonds d'investissement, continuent toujours à toucher leur rente à vie sur notre travail à tous. Et c'est ça, l'impôt caché, le service de la dette, le racket des peuples totalement légalisé. Et c'est exactement ce que Donald Trump a dénoncé. Il a regardé toute cette machine et il a dit stop. Il a osé dire une vérité que tous les autres présidents ont toujours caché. La Réserve fédérale est plus puissante que le président des États-Unis. Et il a tout à fait raison parce que le vrai pouvoir, il n'est pas à la Maison-Blanche. Il est dans toutes ces réunions où un comité restreint de banquiers absolument non élus décide tous les jours de combien on va tous payer nos impôts pour que l'État ne coule pas et que
leur rente continue encore et toujours à vie. Alors non, Patterson n'est pas un vieux fantôme poussiéreux, il s'appelle aujourd'hui Jérôme Powell, Christine Lagarde ou le comité de Bâle, qui est l'instance internationale principale qui définit toutes les normes de régulation et de supervision bancaire dans le monde entier. En gros, c'est le cerveau des banques centrales qui organise le pillage mondial des peuples. Et donc Donald Trump est rentré en guerre contre eux. Et c'est pour ça qu'ils le haïssent. On continue tout de suite avec la deuxième phase du piège de la dette. C'est parti. Au début du 19e siècle, les gouvernements européens avaient adopté la dette. Ils empruntaient pour financer les guerres, les infrastructures et les dépenses de fonctionnement. Mais il n'existait pas de marché organisé. Chaque prêt était négocié individuellement. Les taux d'intérêt variaient énormément et seuls les marchands les plus riches pouvaient y participer. Nathan Rothschild a changé cela. Il a industrialisé la dette souveraine. La famille Rothschild a fait ses débuts comme changeur de monnaie et négociant à Francfort. En 1800, les 5 frères Rothschild avaient établi des maisons bancaires dans les 5 grandes villes européennes, Londres, Paris, Francfort, Vienne et Naples. Ce réseau était sans précédent. Ils pouvaient transférer de l'argent d'un pays à l'autre plus rapidement que quiconque et ils s'en servaient pour dominer l'émission de dettes souveraines. Nathan Rothschild à Londres était le génie stratégique. Pendant les guerres napoléoniennes, Nathan a organisé des prêts pour la Grande-Bretagne, mais son innovation résidait dans la manière dont il les a structurés. Au lieu de prêter directement au gouvernement, il achetait des obligations d'État à prix réduit et il les revendait aux investisseurs avec une marge bénéficiaire. Il a créé un marché secondaire. Le gouvernement avait besoin d'argent, Rothschild le lui a fourni immédiatement. Il a ensuite vendu ses obligations à des fonds de pension, à des compagnies d'assurance et à des particuliers fortunés. Le gouvernement a obtenu son argent rapidement. Rothschild a empoché la marge. Et les investisseurs ont obtenu un actif négociable. Mais c'est là que les choses se gâtent. Rothschild ne se contentait pas de financer les gouvernements, il s'est positionné de telle sorte que les gouvernements n'avaient d'autre choix que de faire appel à lui. En 1815, lors de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild a pris, comme on le sait, la défaite de Napoléon avant tout le monde à Londres. Son réseau de coursiers était plus rapide que les canaux officiels. Il utilisa cette information pour manipuler le marché obligataire. Tout d'abord, il a vendu des obligations britanniques, laissant entendre que la Grande-Bretagne était en train de perdre. Les cours se sont effondrés, les autres investisseurs ont paniqué et ont vendu. Puis, après l'effondrement des cours, Rothschild a acheté des quantités massives à des prix défiant toute concurrence. Lorsque la nouvelle de la victoire britannique est arrivée le lendemain, les cours des obligations ont bondi. Rothschild a gagné des millions, non pas grâce à des délits d'initiés, comme on l'appellerait aujourd'hui, mais en contrôlant l'information et en choisissant le bon moment pour intervenir sur le marché. C'est ainsi que le modèle Rothschild s'est établi. Contrôler l'information, contrôler l'émission, contrôler le marché. En 1820, les Rothschild dominaient la dette souveraine européenne. Si un gouvernement avait besoin d'emprunter, il passait par les Rothschild car ceux-ci contrôlaient le réseau d'investisseurs. Ils géraient la distribution et fixaient les conditions. Voici pourquoi cela est important pour le piège de la dette. Avant les Rothschild, les gouvernements pouvaient théoriquement refuser de payer. Si un roi faisait défaut, les créanciers perdaient de l'argent et le système se réinitialisait. Mais Rothschild a rendu la dette souveraine négociable au-delà des frontières. Une obligation britannique pouvait appartenir à un investisseur français qui la vendait à une banque allemande, laquelle l'utilisait comme garantie pour un prêt accordé à un aristocrate autrichien. Le réseau de propriété est devenu si complexe que faire défaut ne revenait pas simplement à refuser un créancier. Cela entraînait l'effondrement de tout un réseau financier international. C'est là l'innovation des Rothschild. Rendre la dette si interconnectée que le défaut de paiement devienne impossible. Non pas parce que les gouvernements sont responsables, mais parce qu'un défaut de paiement déclencherait un effondrement systémique. Les gouvernements se sont retrouvés pris au piège, ils devaient continuer à payer. Et ils ont dû continuer à emprunter pour payer des intérêts sur les anciennes dettes. Le piège de la dette n'était plus seulement permanent, il était inéluctable. La fortune de la famille Rothschild a atteint son apogée au milieu du 19e siècle. C'était la famille la plus riche que n'importe quel roi, et cette richesse provenait d'une seule source, les intérêts sur la dette souveraine. Ils ne produisaient rien, ne construisaient rien. Ils prêtaient de l'argent au gouvernement et percevaient des intérêts à l'infini. Le système créé par Patterson en 1694, industrialisé par Rothschild dès 1815,
avait pris tous les gouvernements européens au piège. Alors vous avez vu Patterson créer l'argent magique, puis vous avez les Rothschild qui ont branché tout cet argent magique au monde entier. Alors il faut quand même savoir que la famille Rothschild n'a jamais produit une seule voiture, un seul pain, une seule machine. Mais elle a fait totalement mieux, elle a totalement industrialisé la dette des États. Et le résultat, c'est que les gouvernements ne pouvaient plus faire défaut sans faire s'effondrer tout le système mondial. C'était le piège quasi parfait. Chaque obligation d'État que les Rothschild revendaient, eh bien, elle devenait un fil dans une toile d'araignée planétaire et au centre, bien sûr, toute leur famille, la famille des Rothschild, touchait leur rente. Et c'est exactement ce que Donald Trump appelle le marais mondialiste quand il dénonce Davos, le Forum économique mondial, toutes ces pseudo-élites qui décident de notre avenir dans un cercle vraiment très fermé. Il parle de l'héritage direct des Rothschild. Ces gens ne produisent absolument rien, ils vivent juste des intérêts massifs que tous nos impôts alimentent. Et Donald Trump, lui, a fait tout le contraire. Il a dit l'Amérique d'abord, baisse d'impôts, rapatriement des usines, taxes sur les pays profiteurs. Et le résultat, c'est moins de dettes, plus de boulot et des banquiers qui s'étouffent parce que c'est mathématique. Un pays fort et indépendant emprunte beaucoup moins et quand il emprunte beaucoup moins, l'argent magique rapporte aussi beaucoup moins. Alors bien évidemment, ils ont tout fait, ils font toujours tout pour essayer de le faire tomber à jamais. Toute la machine Rothschild et tous ses potes ne supportent clairement pas qu'on coupe le robinet d'argent magique. Et donc on continue maintenant avec la troisième phase du piège de la dette. C'est parti. En 1900, l'Amérique était en train de devenir une puissance économique, mais son système financier restait primitif. Les banques fonctionnaient de manière indépendante, la masse monétaire était liée à l'or et il n'existait aucun mécanisme central pour gérer la dette. JP Morgan a remédié à cela, non pas pour le bien public, mais pour protéger son empire bancaire. En 1907, une panique financière éclata. Les cours boursiers s'effondrèrent, des banques firent faillite et l'économie se paralysa. JP Morgan organisa personnellement un plan de sauvetage. Il a réuni les principaux banquiers de New York dans sa bibliothèque, a verrouillé les portes et les a contraints à engager leurs propres fonds pour stabiliser les banques en faillite. Cela a fonctionné. La panique prit fin et Morgan devint de facto le banquier central des États-Unis. Mais il avait 70 ans, il savait qu'il ne pourrait pas recommencer. Morgan et ses associés, les banquiers les plus puissants d'Amérique, ont donc conçu une solution permanente. Ils avaient besoin d'une banque centrale, mais les Américains détestaient les banques centrales. La première et la deuxième banque des États-Unis avaient été fermées sous la pression de l'opposition populiste. Le groupe de Morgan a donc déguisé son projet. En 1910, les associés de Morgan, dont le sénateur Nelson Aldrich, et des représentants des plus grandes banques ont tenu une réunion secrète sur l'île de Jekyll, en Géorgie. Pendant 9 jours, ils ont conçu la structure de ce qui allait devenir le système de la réserve fédérale. Ces réunions étaient secrètes car elles savaient que si le public découvrait que les banquiers concevaient le système monétaire de la nation, cela provoquerait des émeutes. Ce plan était une brillante manipulation politique. La réserve fédérale ne serait pas appelée banque centrale, on l'appellerait le système de la réserve fédérale. Ce ne serait pas une seule institution, il s'agirait de 12 banques régionales. Elles ne seraient pas contrôlées par Wall Street, elles seraient supervisées par un conseil d'administration nommé par le président. Elle semblait décentralisée, démocratique, publique. Mais sa structure garantissait le contrôle des banquiers. Les banques régionales de la Réserve fédérale étaient détenues à titre privé par les banques membres. Ces banques élisaient les conseils d'administration des banques régionales de la Réserve fédérale et celles-ci élisaient le conseil de la Réserve fédérale. Le gouvernement nommait certains membres, mais ce sont les banquiers qui contrôlaient le système. Et le pouvoir le plus important, celui de créer la monnaie et d'acheter des obligations d'État, fut confié à la Banque de la Réserve fédérale de New York, qui était contrôlée par les plus grandes banques de Wall Street. Les banques de Morgan. La loi sur la Réserve fédérale a été adoptée par le Congrès en décembre 1913, en grande partie parce que la plupart des représentants ne comprenaient pas ce sur quoi ils votaient. Et immédiatement, le piège de la dette s'est élargi. Or, le gouvernement ne se contentait pas d'emprunter aux banques. Il a emprunté à la Réserve fédérale qui pouvait créer de la monnaie pour acheter des obligations. Une demande illimitée pour la dette publique. Voici pourquoi cela est important. Avant la Réserve fédérale, il y avait une limite au montant que le gouvernement pouvait emprunter. Les banques ne disposaient que d'une quantité limitée d'argent à prêter, mais la Réserve fédérale pouvait créer de la monnaie en achetant des obligations d'État. Le gouvernement émet une obligation, la Réserve fédérale l'achète avec de l'argent nouvellement créé, le gouvernement dépense cet argent, et la dette figure au bilan de la Réserve fédérale, garantie par rien d'autre que la promesse que les contribuables la rembourseront éternellement. C'est le mécanisme qui permet une dette infinie.
La Réserve fédérale veille à ce qu'il y ait toujours un acheteur pour les obligations d'État, toujours une demande afin que le gouvernement n'ait jamais à cesser d'emprunter. Il peut refinancer sa dette indéfiniment car la Réserve fédérale l'achètera toujours et les paiements d'intérêts vont des contribuables aux banques qui possèdent le système de la Réserve fédérale. Morgan est mort en 1913, l'année même de la création de la Réserve fédérale. Mais son héritage, c'est la structure qui rend possible la dette américaine actuelle de 38 000 milliards de dollars. Sans la Réserve fédérale, le gouvernement ne pourrait pas emprunter à cette échelle. Le marché ne le supporterait pas. Mais avec la Réserve fédérale comme acheteur garanti, il n'y a pas de limite. Le piège de la dette est devenu infini. Donc vous venez de voir JP Morgan créer la Banque fédérale. En 1913, c'était une réunion bien secrète, bien évidemment, sur une île en 9 jours. Et ils avaient créé un piège qui allait devenir plus grand que la Maison Blanche elle-même. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi les banques centrales sont-elles plus puissantes que les présidents? Alors je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le président commande l'armée, signe des décrets, fait des discours, mais il ne contrôle pas le prix de notre argent. Ça, c'est les banques centrales qui s'en occupent. Et quand vous voulez acheter une maison, une voiture, par exemple, quand l'État veut emprunter pour construire des routes ou payer ses fonctionnaires, c'est les banques centrales qui fixent les taux d'intérêt. Si elle dit l'argent coûte 5%, tout le monde paye 5%. Si elle dit l'argent coûte 0%, alors c'est la fête. Et ce pouvoir-là, le président ne l'a pas. Il peut supplier, insulter, menacer, rien à faire. Les banques centrales sont totalement indépendantes, ce qui signifie qu'elles ne doivent absolument rien au peuple. Ces membres ne sont pas du tout élus. Aucun des peuples du monde n'a jamais voté pour eux. Et pourtant, ce sont eux qui décident si notre crédit immobilier va nous étrangler ou pas. Et donc, si on prend Donald Trump face à Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale, donc de la Banque centrale américaine, eh bien, si Donald Trump veut baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie, créer des emplois, faire tourner l'Amérique à plein régime, mais que Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale, le refuse, eh bien, il garde les taux toujours très très hauts. Et Donald Trump, bien sûr, explose, le traite publiquement d'incapable, dit qu'il est trop en retard, trop stupide, et devinez quoi, il n'a pas réussi à le virer. Le président le plus puissant de la planète, incapable de faire plier un banquier non élu. Et c'est ça le vrai pouvoir, malheureusement, de ces gens. Et il y a encore pire. La Réserve fédérale ne se contente pas uniquement de fixer les taux d'intérêt, elle peut totalement créer de l'argent à partir de rien du tout. Et en 2020, elle a encore imprimé des milliers de milliards de dollars pour sauver les banques et acheter la dette de l'État. Le président n'a absolument rien eu à dire, le Congrès non plus. Juste une poignée de banquiers privés réunis à huis clos ont encore décidé du sort de l'économie mondiale. Et c'est ça que Donald Trump a osé regarder en face. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. La Réserve fédérale est un cartel privé, une mafia bancaire déguisée en institution publique. Et tant qu'une poignée d'hommes contrôleront toujours la planche à billets, les peuples du monde ne seront jamais libres. Voilà la vérité. Et on continue avec la quatrième phase du piège de la dette, c'est maintenant. Dans les années 1970, le piège de la dette mis en place par Patterson, Rothschild et Morgan fonctionnait à l'échelle mondiale. Tous les pays développés ont emprunté, refinancé leurs dettes et payé des intérêts. Mais les pays en développement, c'était différent. Ils ont emprunté pour financer leurs infrastructures et beaucoup n'ont pas pu honorer leur remboursement. Le piège de la dette atteignait ses limites jusqu'à ce que Paul Volcker le rende permanent. Volcker a été président de la Réserve fédérale de 1979 à 1987 et il a été confronté à un problème. L'inflation dépassait les 10%. La crédibilité des États-Unis s'érodait, les gouvernements étrangers perdaient confiance dans le dollar. Ils devaient mettre un terme à l'inflation, même si cela devait entraîner une récession. C'est ainsi qu'en 1979, Volcker a considérablement relevé les taux d'intérêt. Le taux des fonds fédéraux est passé de 11% à 20%, le plus haut niveau de l'histoire des États-Unis. Cela a mis un coup de frein à l'inflation, mais cela a eu un autre effet. Les pays en développement avaient emprunté des milliards de dollars dans les années 1970 lorsque les taux étaient bas. Ces prêts arrivaient désormais à échéance et les taux d'intérêt avaient triplé. Le Mexique devait 80 milliards de dollars, le Brésil 60 milliards, l'Argentine 40 milliards et ils ne pouvaient pas payer. Les intérêts à eux seuls dépassaient leurs recettes d'exportation. En août 1982, le Mexique a annoncé qu'il ne pouvait pas honorer ses paiements. Défaut de paiement. Cela aurait dû déclencher un effondrement financier mondial. Les banques américaines avaient prêté la majeure partie de cet argent. Si le Mexique faisait défaut, Citibank, Bank of America, Chase Manhattan, toutes subiraient des pertes colossales. Certaines pourraient faire faillite. L'ensemble du système bancaire était en danger. Volcker aurait pu laisser faire, laisser les banques essuyer les pertes, laisser le marché s'ajuster. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a orchestré un plan de sauvetage par l'intermédiaire du Fonds monétaire international.
Le Fonds monétaire international allait prêter au Mexique, au Brésil, à l'Argentine et à d'autres pays suffisamment d'argent pour qu'ils puissent continuer à payer les intérêts aux banques américaines. Ces prêts étaient appelés prêts d'ajustement structurel et étaient assortis de conditions. Ces conditions étaient brutales. Les gouvernements devraient réduire leurs dépenses, privatiser les actifs publics, ouvrir les marchés aux investissements étrangers et dévaluer leur monnaie. En gros, ils devraient renoncer à leur souveraineté économique en échange de l'argent nécessaire pour continuer à payer les intérêts. Et voici la clé. Les prêts du FMI n'ont pas réduit la dette. Ils l'ont simplement refinancée, la rendant gérable mais permanente. C'est l'innovation de Volcker. Lorsque la dette devient impossible à rembourser, ne l'effacez pas, restructurez-la. Prêtez suffisamment pour que les paiements d'intérêts continuent et obtenez en échange des concessions politiques et économiques. Le piège de la dette est devenu un outil de contrôle. Les pays qui ne pouvaient pas payer ont été contraints d'ouvrir leurs économies, de vendre leurs actifs et de se soumettre à une politique économique étrangère en échange du privilège de rester endettés. Ce schéma se répète depuis 40 ans. La Grèce en 2010, l'Argentine en 2001, le Sri Lanka en 2022, à chaque fois la même structure. Prêt du FMI pour continuer à payer les intérêts, austérité imposée, souveraineté cédée. Et la dette n'est jamais éliminée. Elle est simplement restructurée, rendue perpétuelle. Volcker est décédé en 2019. Mais son héritage, c'est le mécanisme qui garantit que le piège de la dette est mondial et inéluctable. Même lorsque les pays ne peuvent pas payer, ils ne sont pas autorisés à faire défaut. Ils sont refinancés dans un endettement permanent. Et les intérêts continuent d'affluer vers les créanciers. Les mêmes banques, les mêmes institutions, le même système que Patterson a créé en 1694. Et oui, en 1979, les banquiers avaient un problème. L'inflation galopait, le dollar s'effondrait, les pays pauvres menaçaient de ne plus pouvoir rembourser. Il fallait donc un homme de confiance à la tête de la réserve fédérale, pas un élu, pas un idéaliste, mais un vrai soldat de leur mafia. Et cet homme, c'était Paul Volcker. Et si on regarde son CV, il a été formé à la Chase Manhattan, la banque des Rockefeller. Et ce Paul Volcker était le bras droit de David Rockefeller, lui-même membre de la commission trilatérale. Ce club privé fondé par Rockefeller où les élites planifient toute la mondialisation dans le dos, bien évidemment, des peuples du monde. Et ce Volcker n'était pas un fonctionnaire, c'était un agent des banquiers, pistonné directement par David Rockefeller auprès de Jimmy Carter pour prendre les commandes de la réserve fédérale. Et voilà donc comment ça marche, pas de coup d'état, pas de putsch, juste un coup de fil bien placé et votre homme est au sommet. Et une fois en poste, qu'a fait Volcker? Il a appliqué, bien sûr, tout le programme pour lequel il avait été choisi, les taux d'intérêt à 20%. Les pays pauvres se retrouvaient alors totalement étranglés par tout leur remboursement. Et quand le Mexique a dit « on ne peut plus payer », Volcker n'a pas laissé les banques perdre leur mise. Il a sorti le FMI, les prêts d'urgence, la restructuration de la dette, l'austérité imposée. En clair, on ne vous efface rien, on vous prête juste de quoi payer les intérêts de la dette. Et en échange, vous bradez toute votre souveraineté. Et l'argent magique était bien sûr sauvé, les banques étaient indemnes et bien évidemment, les peuples étaient à genoux. Et encore une fois, c'est contre ce système que Donald Trump est entré en guerre, pas seulement contre la Réserve fédérale, mais contre tout le réseau, le Fonds monétaire international, la trilatérale, Davos, tous ces cercles où on décide du sort des nations sans jamais demander l'accord des peuples dans le monde entier. Et quand Donald Trump impose des tarifs à la Chine, quand il exige que l'Europe paye sa défense, il casse complètement le robinet d'argent magique. Il dit en fait aux mondialistes, vous ne vivrez plus sur le dos du contribuable américain. Chaque pays qui redevient fort et indépendant, c'est un pays qui n'a plus besoin de l'argent magique du Fonds monétaire international. Et ça, les héritiers de Volcker, ils ne lui pardonneront jamais. On continue. Je vais maintenant vous montrer comment ces 4 architectes ont mis en place un système où la dette est infinie et où il est impossible de s'en sortir. Commençons par le modèle de Patterson. Le gouvernement emprunte, paye des intérêts à l'infini, ne rembourse jamais le capital. Ajoutez l'innovation de Rothschild de rendre la dette négociable à l'échelle mondiale. Il n'y a donc pas un seul créancier, c'est un réseau. Un défaut de paiement fait s'effondrer le système. Ajoutez le mécanisme de Morgan. Les banques centrales créent de la monnaie pour acheter des obligations d'État. Demande illimitée. L'État peut toujours emprunter davantage. Ajoutez le piège de Volcker. Lorsque les pays ne peuvent pas payer, restructurez, n'effacez pas la dette, continuez à percevoir les intérêts. Le résultat, c'est ce que nous avons aujourd'hui, 315 000 milliards de dollars de dette mondiale, dette publique, dette des entreprises, dette des ménages. Rien de tout cela ne sera jamais remboursé, tout cela génère des intérêts, et tout cela est relié par le système financier.
Ainsi, un défaut de paiement n'importe où menace de provoquer un effondrement partout. Voici le mécanisme précis. Le gouvernement américain émet 38 000 milliards de dollars de dette. Qui en est le propriétaire? Environ 20 000 milliards de dollars sont détenus par le public américain, les fonds de pension, les fonds communs de placement, les compagnies d'assurance, les banques et la réserve fédérale. Ces institutions achètent des bons du Trésor car elles sont considérées comme des actifs sûrs. Mais ces obligations rapportent des intérêts environ 1000 milliards de dollars par an actuellement. Ces intérêts proviennent des impôts, donc les contribuables versent de l'argent au gouvernement. Les gouvernements les transfèrent aux détenteurs d'obligations. Les détenteurs d'obligations sont principalement des institutions détenues par les riches. Il s'agit d'un transfert des travailleurs vers le capital chaque année pour toujours. Les 18 000 milliards de dollars restants sont dus au gouvernement lui-même, au fonds fiduciaire de la sécurité sociale et au fonds fiduciaire de Medicare. Le gouvernement a emprunté à ces programmes et a dépensé l'argent. Il est désormais redevable à lui-même, mais en fin de compte, ce sont les contribuables qui sont redevables, car lorsque la sécurité sociale devra racheter ses obligations, le gouvernement devra augmenter les impôts ou emprunter davantage pour payer. C'est un jeu de passe-passe, mais les intérêts continuent de courir. Quoi qu'il arrive, maintenant, transposer cela à l'échelle mondiale. Le Japon doit 9 000 milliards de dollars, principalement à des institutions japonaises et à la Banque du Japon. L'Europe doit 14 000 milliards de dollars, principalement à des banques européennes et à la Banque centrale européenne. La Chine a une dette intérieure importante détenue par les banques d'État. Tous les pays fonctionnent selon le même système et ils sont tous interconnectés. Le Japon détient des bons du Trésor américain. Les États-Unis détiennent des obligations européennes par l'intermédiaire du FMI. L'Europe détient la dette des pays en développement par l'intermédiaire de la Banque mondiale. C'est un cercle vicieux. Tout le monde est redevable à tout le monde. Et les intérêts remontent vers les institutions qui gèrent la dette. Voilà pourquoi cela ne peut jamais s'arrêter. Si les États-Unis remboursaient leurs 38 000 milliards de dollars, la masse monétaire s'effondrerait. Car les dollars sont créés lorsque le gouvernement emprunte. S'il remboursait la dette, ces dollars disparaîtraient. Déflation, dépression, effondrement économique. Le gouvernement ne peut donc jamais la rembourser. Il doit continuer à emprunter, à refinancer sa dette et à payer des intérêts. Il en va de même à l'échelle mondiale. Si tous les gouvernements remboursaient leurs dettes, la masse monétaire mondiale diminuerait de 2/3. Il n'y aurait pas assez d'argent pour faire du commerce. Le système s'effondrerait. La dette ne peut donc pas être éliminée, c'est structurel, nécessaire. De par sa conception, et voici qui en profite. Les institutions qui détiennent la dette BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Ces gestionnaires d'actifs contrôlent des dizaines de milliers de milliards. Ils achètent des obligations d'État avec l'argent des autres, fonds de pension, comptes de retraite, primes d'assurance. Et ils encaissent les intérêts, environ 1000 milliards de dollars par an, rien que sur la dette américaine, sans compter les intérêts provenant du Japon, d'Europe, de partout. Ce billion de dollars par an de paiement d'intérêts passe des contribuables aux détenteurs d'obligations. C'est le plus gros transfert de richesse de l'histoire, continu, structurel et invisible pour la plupart des gens, car on ne l'appelle pas impôt. On appelle cela le service de la dette, mais c'est le même mécanisme. Les travailleurs payent, les institutions perçoivent et la dette ne diminue jamais. Voici maintenant la dernière pièce du puzzle. Les 4 architectes n'ont pas comploté ensemble. Ils ont vécu à des siècles d'intervalle, mais chacun a résolu un problème d'une manière qui profitait aux banquiers. Chaque solution s'appuyait sur la précédente. Patterson a rendu la dette permanente en 1694, Rothschild l'a mondialisée en 1815, Morgan l'a rendue infinie en 1913, Volcker l'a rendue inéluctable en 1982. Ensemble, ils ont construit un système où les gouvernements empruntent indéfiniment et payent des intérêts éternellement et les personnes qui contrôlent les obligations, qui gèrent la dette, qui perçoivent les intérêts, sont les bénéficiaires ultimes. Pas les gouvernements, pas les contribuables, mais les institutions financières. Et voici la vérité ultime. 38 000 milliards de dollars, ce n'est pas une crise pour eux. C'est un modèle économique. Chaque dollar de dette est un actif dans le bilan de quelqu'un. Il rapporte des intérêts, il sert de garantie pour emprunter davantage. Et tant que la confiance est là, tant que les gens croient que le gouvernement paiera les intérêts, même s'il ne rembourse jamais le capital, le système fonctionne. Le piège de la dette est complet. Il n'y a pas d'issue possible, pas sans provoquer l'effondrement de l'ensemble du système financier. 4 architectes, 3 siècles, un seul système. Et tout le monde sur Terre est désormais pris au piège à l'intérieur.
Et oui, 4 architectes, 3 siècles, une seule machine à servir. Patterson a créé l'argent magique en 1694. Rothschild l'a branché au monde en 1815. JP Morgan l'a imposé à l'Amérique en 1913 et Volcker l'a rendu absolument indestructible en 1982. Et le résultat de tout ça, c'est 315 000 milliards de dettes mondiales. Et l'addition, c'est nous qui la payons, bien sûr, chaque matin en allant travailler et chaque année en remplissant notre déclaration d'impôt. Et tout ce système tient uniquement sur un seul carburant, notre confiance. Le jour où notre confiance se brise totalement, tout leur monde s'écroule d'un seul coup. Et tout ça, Donald Trump l'a compris et est rentré en guerre contre eux. Il a baissé les impôts, rapatrié les usines et arrêté de financer la planète à crédit. Il a voulu que l'Amérique redevienne créancière, pas débitrice. Et pour ça, les banques centrales, le Fonds monétaire international, les héritiers de Rothschild ne lui pardonneront jamais parce que si tout le monde dit stop, si le contribuable refuse de continuer à payer le loyer de sa prison, tout le château de cartes va s'effondrer et l'argent magique pourrait disparaître totalement. Les banquiers perdraient alors leur rente à vie. Et là, j'entends déjà les critiques pleuvoir de tous ceux qui pourraient se dire oui, mais si on supprime les banques centrales, toute la masse monétaire mondiale va s'effondrer. Et les 2 tiers de l'argent en circulation sont adossés à la dette et donc c'est la ruine assurée. Et je peux vous dire qu'ils n'ont malheureusement pas tort sur le constat. Débrancher toute cette machine du jour au lendemain, ce serait effectivement condamner toute la planète à une dépression cataclysmique. Mais Donald Trump ne parle pas de tout faire sauter comme un cow-boy. Il parle de reprendre le contrôle, de ramener la création monétaire sous l'autorité du peuple américain. Pas d'une poignée de banquiers privés qui se réunissent à huis clos. Le plan n'est pas de détruire la monnaie du jour au lendemain, c'est de la réancrer sur quelque chose de solide, comme par exemple l'or, les matières premières, la production réelle et de le faire progressivement avec une transition maîtriser. Ce que Trump dénonce, c'est le monopole des banques centrales sur notre prospérité. Il sait que tout le système actuel nous mène droit au mur avec une inflation qui ronge les salaires, une dette qui ne sera jamais remboursée et des taux d'intérêt qui explosent tous les jours. Et tous ceux qui hurlent à la catastrophe sont exactement les mêmes que tous ceux qui profitent du désordre actuel. C'est BlackRock, Vanguard, State Street, le Fonds monétaire international, la trilatérale, les héritiers de Rothschild, de JP Morgan, de Rockefeller et je peux vous dire qu'ils tremblent en ce moment. Et pas uniquement parce que Donald Trump est dangereux pour eux, mais parce qu'il est surtout libre et dangereux. Parce qu'il ne leur doit absolument rien du tout et parce qu'il sait que l'argent magique n'est qu'une illusion qui ne tient que sur un seul carburant qui est notre peur. Donc Donald Trump a décidé de le détruire à jamais. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.